Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Alain pour cette invitation, pour illustrer donc ce premier cours sur l'auto-immunité. Le titre que j'ai donné est peut-être un petit peu interrogatif. Donc auto-immunité et mort cellulaire programmée, la fascination et le paradigme somatique. En fait, c'est que dans un premier temps, je pense que je vais vous montrer, j'imagine assez facilement, qu'effectivement, il y a des maladies monogéniques associées à la survenue d'auto-immunité qui peut être sévère et qui est plutôt chez l'enfant, mais que certains mécanismes que nous avons découverts plus récemment, puisqu'effectivement, comme l'a dit Alain, la découverte génétique au sens strict de la pathologie, c'était il y a 21 ans, mais il nous a fallu à peu près une quinzaine d'années pour découvrir d'autres mécanismes sous-jacents qui vont nous rapprocher, partir des maladies monogéniques et nous rapprocher vers des maladies peut-être un peu plus complexes. Donc ce travail il est réalisé aujourd'hui à l'Institut Imagine et j'ai mis les membres de l'équipe qui collaborent à l'étude de ces maladies auto-immunes génétiques monogéniques potentiellement et les personnes en rouge, Aude Magirus Chatinet, Bénédicte Neven et Eliška Olzelova, dans un ordre contra-chronologique, ont participé de façon très importante aux mises en évidence de ces mécanismes génétiques dont je vais vous parler dans un instant. Donc sur le plan de ce séminaire, c'est parler d'auto-immunité de mort cellulaire programmée. Donc on va voir assez rapidement les mécanismes qui sont impliqués dans ce qu'on appelle l'apoptose et donc cette mort cellulaire programmée. Et je vais parler de la fascination de l'apoptose, puisque un des acteurs majeurs de cette apoptose est une molécule qui s'appelle FAS et qui a permis de mettre en évidence le fait qu'il existe des maladies monogéniques auto-immunes, des conditions monogéniques. Et enfin, je viendrai sur le paradigme somatique donc pour peut-être expliquer certains paradoxes qui sont observés dans les maladies auto-immunes avant de conclure. Donc, en fait, on a une étude qui est plutôt une étude réductionniste de l'auto-immunité, puisqu'on s'attache à étudier des pathologies auto-immunes qui sont associées à des déficits immunitaires primitifs. Ces déficits immunitaires primitifs sont des pathologies qui peuvent être dues au développement, à la survie ou à la fonction des cellules immunitaires, et ça peut être tous les types de cellules immunitaires, les lymphocytes T, les lymphocytes B, mais aussi l'immunité innée. Donc, les déficits immunitaires sont généralement vus comme des susceptibilités fortes aux agents infectieux et plutôt aux agents infectieux communs avec lesquels nous vivons. Mais lorsque notre déficit immunitaire est altéré, ces pathogènes se développent et peuvent avoir donc des actions néfastes sur l'organisme. Mais en fait, les patients atteints de déficit immunitaire primitif, donc de déficit hérité sur un mode monogénique, ont plus grande susceptibilité à développer des cancers et à développer surtout des manifestations auto-immunes, ce qui en fait illustre les trois grandes fonctions du système immunitaire. C'est que d'une part, et ça on le sait intuitivement, donc le système immunitaire est là pour contrôler les pathogènes qui vivent avec nous, mais également pour contrôler l'émergence de cellules tumorales et pour s'autocontrôler. Donc une des fonctions principales du système immunitaire est aussi de contrôler ses propres constituants, ce qui fait que les pathologies auto-immunes, et surtout des cytopénies auto-immunes, on en reparlera un petit peu plus en détail, peuvent être des signes de présentation des déficits immunitaires. Donc un enfant qui arrive à l'hôpital avec une anémie hémolytique auto-immune sévère et des anticorps contre ces plaquettes peut avoir un déficit immunitaire, donc une altération des fonctions normales de son système immunitaire. Sur l'auto-immunité au sens large, donc j'ai des chiffres qui sont un peu inférieurs à ceux d'Alain, mais bon, on arrive à peu près à une trentaine de millions d'individus sur la planète. Donc l'auto-immunité se développe, toute auto-immunité confondue, donc sur les plus de 80 maladies qui sont connues, chez environ 5% des individus sur la planète. C'est généralement sous forme sporadique, donc il y a assez peu de formes familiales d'auto-immunité, mais il en existe certains exemples, comme d'ailleurs dans certains cancers, et on voit une espèce de saut de génération, comme on dit en langage populaire, de ma grand-mère a eu une maladie auto-immune et mon petit-fils a une maladie auto-immune. Donc quelque chose de différent de la génétique mendélienne. Et en fait, il a été estimé, à partir de modèles animaux, qu'environ la moitié des lymphocytes que nous produisons chaque jour, la moitié de ces lymphocytes sont dirigés contre des déterminants du soi, contre des auto-antigènes. Donc, tous les jours, nous fabriquons la moitié de nos lymphocytes avec une spécificité pour des antigènes du soi,
et seulement 5% d'entre nous développent des pathologies. Donc ça sous-entend qu'il existe des points clés de contrôle de ces lymphocytes autoréactifs. Ces points clés, ils peuvent être d'ordre divers. Ça peut être l'activation, bloquer l'activation d'un lymphocyte autoréactif. Il peut s'agir également de la survie de ces cellules autoréactives, donc diminuer leur survie, ou au contraire d'éliminer ces lymphocytes par apoptose et donc par mort cellulaire. Donc, ce séminaire va être centré sur ces mécanismes d'élimination définitive de ces cellules autoréactives dans des exemples rares de pathologies monogéniques. Alors, comme l'a souligné Alain dans son cours, les pathologies auto-immunes sont souvent vues comme des pathologies complexes, mais quand on parle de génétique de lupus, on est à peu près aussi précis que quand on parle de génétique du cancer. C'est-à-dire que ce sont des pathologies qui sont définies par certains signes cliniques et biologiques, mais qui concernent une très grande population de malades. Et en fait, sous un nom, on a probablement plusieurs pathologies. Comme aujourd'hui, il y a à peu près 300 déficits immunitaires primitifs, donc liés à des mutations monogéniques, il y a 30 ans, quand on s'adressait à un déficit immunitaire sans en connaître les bases cellulaires et moléculaires, on aurait eu assez peu de chances de mettre en évidence un gène si on avait moins de 300 malades. Donc l'apoptose peut être une façon assez radicale d'éliminer les cellules autoréactives. Donc les lymphocytes naïfs sont stimulés par un antigène. Cet antigène peut être donc un peptide d'une bactérie ou d'un virus, ou peut-être un auto-antigène, un déterminant du soi. En fonction de sa spécificité, le lymphocyte T va se multiplier. Et si ce lymphocyte est spécifique d'une molécule du soi, la destruction par apoptose va conduire à l'absence de ce lymphocyte et donc l'arrêt du développement, ou l'absence de développement de manifestations auto-immunes. Et les autres lymphocytes qui ne sont pas spécifiques du soi vont alors proliférer et générer un stock de lymphocytes mémoire qui serviront pour des réponses ultérieures à un nouveau challenge par l'antigène. Donc l'apoptose, la mort cellulaire, c'est probablement le moyen le plus simple et peut-être le plus efficace pour se débarrasser d'une cellule auto-immune. Donc l'apoptose, c'est une mort cellulaire programmée qui en fait, dont l'origine du terme vient du grec ancien, donc on est 4 siècles avant l'ère moderne, qui signifie la chute des feuilles. Et donc ça, je n'ai pas pu résister. Nina Lanzarotti, qui était une thésarde du laboratoire, avait retrouvé le texte originel où on voyait la position de ces mots qui créaient donc le terme apoptose, donc chute des feuilles, et qui était décrit de façon un peu plus franche sur l'observation de cadavres. Ensuite, c'est en 1972 que les caractéristiques morphologiques de l'apoptose ont été décrites par Kerr, Wiley et Curie sur les aspects microscopiques et cellulaires de l'apoptose qui définissaient un type de mort, et on va revenir sur les différents types de morts qui existent rapidement, jusqu'au prix Nobel dont les lauréats ont été, les colauréats sont Sidney Brenner, Bob Horvitz et John Sulston, pour leur découverte des mécanismes génétiques qui gouvernent l'apoptose. Et ça, c'était dans des cellules, dans des organismes multicellulaires, mais à nombre de cellules limité. Et ils ont décrit toute la mécanique de gènes qui permet de détruire de façon organisée la cellule. Alors, en fait, on peut séparer la mort cellulaire en deux types de morts. Une mort accidentelle, où la cellule, en fait, par exemple, reçoit un chauffage ou une pression trop importante. Il y a une rupture de la membrane cytoplasmique et donc il va y avoir relargage du contenu intracellulaire à l'extérieur de la cellule. En revanche, l'apoptose a des caractéristiques morphologiques qui sont très claires. Il y a d'abord une contraction du noyau et de l'ADN et formation de ce qu'on appelle de corps apoptotiques. D'abord de bleb, la membrane synvagine se referme sur elle-même et forme des espèces de petits ballons qu'on appelle les corps apoptotiques. Ces corps apoptotiques portent à leur surface des signaux qu'on appelle aujourd'hui des signaux de Eat Me, donc mangez-moi, et ce sont les cellules phagocytaires qui viennent faire disparaître ces corps apoptotiques. Donc là, par opposition à la nécrose qui répand le contenu intracellulaire dans le milieu intérieur, l'apoptose fait disparaître les cellules de façon organisée, de façon silencieuse, et le corollaire à tout ça, c'est que
La nécrose est souvent associée à l'apparition d'une inflammation, puisqu'on relargue de façon totalement anormale des constituants qui doivent être contenus dans la cellule, alors que l'apoptose, c'est la mort organisée de la cellule qui disparaît, qui est enterrée dans les macrophages. Donc, ça c'est très schématique, puisque maintenant, aujourd'hui, on décrit des morts de type nécrose, qu'on appelle nécroptose, qui sont aussi organisées, mais qui ont des caractéristiques morphologiques semblables. Alors l'apoptose, on peut la mesurer et elle a un grand nombre d'actions sur la cellule. Comme je vous l'ai dit, c'est la mort organisée de la cellule. Il faut donc découper la cellule en morceaux pour la mettre dans ses corps apoptotiques et pour qu'elle soit ensuite phagocytée. Et après un signal apoptotique sur lequel nous reviendrons, la grande enzyme importante pour l'apoptose, c'est ce qu'on appelle les caspases. Ce sont des cystéines aspartiques protéases, donc des protéases qui vont couper d'autres protéines après un motif tétrapeptidique, après un tétrapeptide qui contient un acide aspartique. Et dans son site actif, cette enzyme contient une cystéine. Donc, d'où le nom, l'acronyme de caspase. Donc, c'est l'activation de ces caspases qui va entraîner un grand nombre de changements intracellulaires, qui peut être la perte du potentiel mitochondrial, qui peut être la dégradation de l'ADN nucléaire entre les segments internucléosomiques, ou qui peut être l'inhibition des enzymes qui régulent normalement l'équilibre des phosphatidylsérines. Ces phosphatidylsérines sont normalement présents à l'intérieur de la membrane qui est une bicouche lipidique. Et si une caspase coupe l'enzyme qui s'occupe de ce travail, les phosphatidylsérines, par équilibre, se retrouvent à l'extérieur de la cellule. Alors, ces événements donc, permettent de décrire la morphologie et le type de mort, mais ils nous permettent également de quantifier cette apoptose au laboratoire. Donc, par exemple, la perte du potentiel mitochondrial peut s'observer par des colorants qui, en fonction du potentiel, vont être dans ou à l'extérieur de la mitochondrie, donc qui vont changer de couleur, donc ici en rouge. On peut mesurer la dégradation internucléosomique de l'ADN par une échelle d'ADN qui est caractéristique de la cellule apoptotique. Une cellule en nécrose va faire des grands fragments d'ADN qui n'auront rien de similaire avec cette échelle d'ADN qui est typique de l'apoptose. Et les noyaux, où on peut mesurer aussi les noyaux hypodiploïdes, c'est-à-dire que cet ADN commence à être fragmenté en petits morceaux, ces fragments d'ADN sortent du noyau et on mesure par des appareils de fluorescence les noyaux hypodiploïdes et donc on peut quantifier l'apoptose. Et enfin, les phosphatidylsérines exposées à la surface des cellules peuvent être repérées par une molécule qui est spécifique de ces phosphatidylsérines, à laquelle on accroche une molécule fluorescente, et du coup on va pouvoir repérer la cellule en train de mourir. Donc chacune de ces étapes est plus ou moins précoce dans les phases d'apoptose, mais disons qu'elles sont toutes assez spécifiques et on peut les combiner, elles ont toutes leurs avantages, leurs inconvénients, elles peuvent être quantitatives ou qualitatives. Alors, donc, comme je le disais, l'apoptose, c'est la destruction organisée de la cellule, donc on se débarrasse des cellules non désirées et de façon propre. Donc on a ici l'illustration de la formation de ces corps apoptotiques qui vont être pris en charge par les globules blancs et qui vont avaler littéralement ces corps apoptotiques, et cette cellule qui était vivante va complètement disparaître sans laisser de traces au niveau de l'organisme. Donc ces mécanismes d'apoptose sont importants dans beaucoup d'étapes du développement de l'individu et dans le règne animal, bien sûr, aussi bien que végétal. Et on a un exemple assez évident avec la façon dont les organes sont sculptés, ou dont les membres du corps sont sculptés. Au départ, il existe des cellules entre les doigts. Ces cellules doivent disparaître. Elles disparaissent par apoptose, et ça conduit donc à la morphologie qu'on peut obtenir dans les organismes. Et un défaut d'apoptose peut se représenter ici, donc un défaut d'apoptose relativement anodin, mais qui montre la jonction de doigts alors que ces doigts devraient être séparés. Donc ça, c'est lié à un défaut d'apoptose à un moment du développement. Donc, bien sûr, l'apoptose est très fréquente. On la trouve dans quasiment tous les types de cellules de l'organisme. Et au-delà du développement, comme je l'ai dit, elle est importante pour se débarrasser des cellules dont on ne veut pas. Et les cellules dont on ne veut pas, qui ont été fabriquées par le hasard du réarrangement des récepteurs, ce sont les cellules autoréactives. Donc, si ces cellules marrons sont des cellules qui ont un défaut d'apoptose, si parmi ces cellules, il y a des cellules qui reconnaissent un auto-antigène, au lieu d'être détruites comme tout à l'heure, ces cellules vont s'accumuler, ces cellules ont une spécificité pour des antigènes du soi, et donc on va voir apparaître
des manifestations auto-immunes. Donc, il y a une certaine fascination, en tout cas dans l'équipe, enfin, moi j'ai une certaine fascination pour l'apoptose, par le fait que effectivement, le récepteur FAS est un élément central du déclenchement de l'apoptose de façon contrôlée à certaines étapes du développement des lymphocytes, mais il est exprimé aussi sur de nombreux types cellulaires. Donc en fait, FAS, c'est une molécule qui appartient à la très grande famille du TNF récepteur. C'est une superfamille qui est définie par ses domaines extracellulaires riches en cystéine. Et FAS apparaît comme un trimère à la surface des cellules qu'il exprime. Pour les lymphocytes, ce sont les lymphocytes qui ont été activés. Les lymphocytes naïfs n'expriment pas FAS, ils n'ont pas besoin de mourir. Une fois qu'ils ont été stimulés, il faut les tuer. Donc, cette protéine FAS est présente donc, à la membrane des lymphocytes T activés, et son ligand, qui lui appartient à la famille du TNF, est également un trimère qui est sous forme membranaire, qu'on ne voit pas très bien ici, mais ici il est accroché à la membrane. Et c'est l'interaction de FAS-ligand avec FAS qui va induire un changement de conformation intracellulaire et qui va permettre à FAS, qui n'a pas d'activité enzymatique par lui-même, de recruter des molécules à l'intérieur de la cellule qui, elles, vont avoir une activité enzymatique et qui vont pouvoir produire un signal. Donc la première interaction se situe au niveau d'un domaine qu'on appelle le domaine de mort, qui va recruter une molécule qui contient ce domaine de mort qui s'appelle FAD, ici, pour FAS Associated Death Domain. Cette molécule elle-même contient un autre domaine en rouge qu'on appelle un domaine effecteur de mort et qui va interagir avec d'autres protéines qui contiennent ces mêmes domaines. Donc ce sont des interactions homotypiques et c'est au départ le changement de conformation lié à la stimulation par le ligand. Le ligand, lui, est exprimé dans les lymphocytes T activés également, dans les cellules NK, qui sont des cellules tueuses, et dans certaines cellules de l'organisme, comme la chambre antérieure de l'œil ou dans les gonades, où on pense qu'il existe un privilège immunitaire, puisque ces cellules expriment du FAS-ligand, donc un lymphocyte T qui s'active et qui va exprimer FAS ne va pas pouvoir venir dans ces secteurs de privilège immunitaire, puisqu'ils vont être tués par FAS. Donc, FAS-ligand, FAS, recrutement de FAD et recrutement de molécules qui sont des proenzymes, donc les caspases, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont centrales dans le déclenchement de l'apoptose pour former un complexe qu'on appelle le Death Inducing Signaling Complex. Donc ce sont des proenzymes et c'est au sein de c'est le rapprochement de ces proenzymes qui ont quand même une activité résiduelle. Et cette activité résiduelle va aboutir à une première activation de la caspase 8 et de la caspase 10 qui vont cliver leurs prodomaines, vont s'associer en petits domaines et grands domaines en hétérotétramères. Et ces caspases vont elles-mêmes avoir une spécificité pour d'autres molécules de la cellule. Les caspases initiatrices vont avoir une activité pour d'autres procaspases. Et ces caspases actives vont, elles, avoir des activités pour éliminer, par exemple, un inhibiteur de DNase qui est dans le cytoplasme, ce qui fait que la DNase peut aller dans le noyau couper l'ADN. Ces caspases peuvent couper la flippase qui permet la régulation des sérines phosphatases à la surface des cellules. Et donc, on va voir apparaître des cellules avec des phosphatidylsérines en surface. Bref, c'est une mort par des milliers de coupures en fonction de la spécificité de ces caspases et de la cascade. Donc c'est une cascade biochimique qui aboutit à la mort organisée de la cellule. Au laboratoire, on peut mimer ça et donc on peut quantifier en utilisant un anticorps agoniste, un anticorps agoniste anti-FAS, qui va en fait faire des ponts entre les molécules FAS, qui va conduire au recrutement de ce complexe, et on va pouvoir ainsi mesurer l'apoptose et la quantifier. C'est-à-dire que si je prends 100 lymphocytes, que je les active et que je les soumets à cet anticorps anti-FAS, je vais pouvoir mesurer le pourcentage de cellules qui meurent. Toutes ne vont pas mourir, il s'agit d'un processus biologique, ce n'est pas un processus mathématique, mais disons que quand on fait ça chez un contrôle, 80% des lymphocytes T activés, plus de 80% des lymphocytes T activés vont mourir par ce processus, et donc on peut quantifier. Et en fait, donc, la découverte de cette fascinante molécule, FAS, a été faite par deux groupes à 3 ans d'intervalle. Un groupe allemand dirigé par Peter Kramer, qui a pendant longtemps travaillé donc, sur ce système, et qui y travaille encore d'ailleurs, et qui a d'ailleurs utilisé les anticorps monoclonaux que nous utilisons aujourd'hui en test fonctionnel au laboratoire. Et le groupe de Shigekazu Nagata à Osaka, qui a également découvert cette molécule chez l'homme et de façon plus importante, il a décrit les cibles des caspases, les inhibiteurs de DNase, les DNases
il a aussi décrit les mécanismes qui permettent de se débarrasser des corps apoptotiques et donc de nettoyer l'organisme de ces cellules, de ces corps apoptotiques. Donc, M. Nagata est allé jusqu'au bout. Il a commencé par l'induction de l'apoptose et il a décrit tous les mécanismes sous-jacents, ou la plupart, parce que, en tout cas en dessous des caspases, tous les mécanismes qui conduisent à l'élimination élaborée de la cellule par apoptose. De façon plus importante, l'équipe de Nagata avait mis en évidence que dans un modèle de souris de laboratoire, le défaut du gène FAS, des mutations du gène FAS, des déficits d'apoptose, conduisait à un syndrome lymphoprolifératif et à l'apparition d'auto-immunité. Donc on peut voir ici une souris contrôle avec un joli poil brillant, et ici une souris malade qui présente des protubérances ici, qui sont en fait des ganglions. Et quand on regarde à l'intérieur de ces cellules, elles accumulent des cellules qui sont normalement rares, qui ont un phénotype particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails. Elles vont faire des anticorps en excès, et elles font de l'auto-immunité avec différents types d'anticorps. Donc cette auto-immunité va varier d'une lignée de souris à une autre, car ces lignées de souris sont des lignées inbred, elles sont recroisées les unes sur les autres. Donc étudier une lignée de souris, c'est l'équivalent chez l'homme d'étudier une famille. Ces souris portent des mutations récessives du gène FAS et donc un défaut d'apoptose. Ce défaut d'apoptose donc, est associé à la lymphoprolifération et à l'auto-immunité. Et en fait, donc, ce papier vraiment essentiel dans la compréhension des mécanismes dont je vais vous parler est sorti en 1992. Et donc, on s'est mis à étudier cette voie d'apoptose chez des patients qui avaient une lymphoprolifération et de l'auto-immunité. Et en fait, c'est par analogie avec le système murin que les choses se sont mises en place. En fait, il faut dire que c'est presque un peu un hasard, puisque j'étais en train de trier des cellules au fax avec une ingénieure que j'ai d'ailleurs rajoutée dans l'équipe, qui n'était pas au sens strict dans l'équipe, mais avec qui on discutait beaucoup, puisque les fax allaient beaucoup moins vite que maintenant, donc les trieurs de cellules allaient beaucoup moins vite que maintenant, donc on passait des après-midi, voire des journées entières, à trier des cellules de façon spécifique. Et un jour, elle me dit, c'est quoi la maladie quand on n'a pas de CD4 et de CD8 ? Donc je lui dis, tu as oublié les anticorps ? Elle me dit non, on l'a fait plusieurs fois, et on a des patients qui ont des cellules comme ça, donc qui n'ont pas de CD4 et de CD8. Normalement, les cellules chez un contrôle ont tous des CD4 et CD8, et chez eux, il y a une grosse population de cellules qui n'ont ni CD4 ni CD8. Et en fait, ces patients, en plus de ça, ont des lymphoproliférations, des gros ganglions. On voit ici qu'il a un gros ventre, et si on regarde par un scanner, on voit que sa rate est très augmentée de taille. Son foie peut être augmenté de taille, donc il a une lymphoprolifération. Donc la concordance de la description de ces maladies et de François Sells qui me parlait de ces cellules, ces patients avec des cellules qui n'ont pas de CD4 et de CD8, nous a poussé à faire l'analogie avec le modèle génétique murin et donc naturellement à aller regarder le gène FAS. J'ai oublié d'ajouter la chose importante, c'est que l'auto-immunité est centrale chez ces patients. Plus de 2/3 des patients développent des cytopénies auto-immunes. Donc ils développent des anticorps spécifiques de leurs globules rouges et spécifiques de leurs plaquettes. Donc ils vont détruire de façon régulière, chronique, ces globules rouges et ces plaquettes, et ça va les conduire à l'hôpital, au même sens que cette lymphoprolifération peut avoir des répercussions sur leur état. Donc, il y a 21 ans, on a mis en évidence, quasiment à quelques semaines près avec un groupe américain, des premières mutations héritées dominantes du gène FAS. Et donc, cette maladie s'appelle l'ALPS, pour Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome. C'est-à-dire qu'on avait réussi à publier quelques semaines avant eux, mais eux, ils ont réussi à imposer le nom de la maladie qui maintenant reste et restera, je pense, jusqu'à la fin des temps. Et donc, qui était la première mise en évidence qu'un défaut génétique d'apoptose pouvait conduire à une maladie auto-immune. Ce qu'il faut retenir, c'est un élément important, c'est que malgré tout, dans cette maladie monogénique, il y avait une pénétrance clinique partielle, qui signifie que certains individus devraient être malades, mais ne le sont pas. Et cette pénétrance clinique partielle est une notion génétique pour parfois mettre un peu un voile devant des choses qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'une mutation semble être causale, et pourtant, certains individus qui la portent ne vont pas développer la pathologie. D'autres gènes, depuis, ont été décrits. Le ligand de FAS ligand est muté et conduit à la même pathologie.
sur la voie de signalisation de face des caspases, une mutation a été décrite dans un cas, il reste à savoir, il n'y a pas d'autres cas qui ont été montrés, alors que maintenant on est à plus de 500 patients qui portent des mutations dominantes du gène FAS. Donc en fait, ces mutations ont un effet sur l'apoptose, et ça on a pu le voir au laboratoire. Donc il faut activer les lymphocytes avec un facteur de croissance pendant 9 jours. On vient avec l'anticorps qui avait été décrit par les chercheurs qui avaient découvert la molécule FAS pour stimuler l'apoptose et mesurer cette apoptose. Et c'est ce qu'on peut voir chez les patients. Ici on a les contrôles, je n'ai pas mis de chiffres, mais disons qu'on est entre 90 et 100%. Chez les patients, on a un défaut qui peut être partiel ou qui peut être complet. Le défaut ne corrèle pas d'ailleurs avec la sévérité de la pathologie de ces patients. Et ce sont des mutations héritées. Ils ont reçu la mutation d'un de leurs parents. Ce sont des mutations hétérozygotes dominantes. Donc, comment ça marche? Comme je vous l'ai expliqué, FAS est un trimère. Donc, quand on a un des allèles qui est muté, qui est symbolisé en noir, si la mutation permet l'expression du mutant, on va avoir alors des trimères qui vont être formés d'une, de deux, de trois ou de 0 molécules mutées. Et donc, on peut dénombrer qu'on aura au total 7 trimères sur 8 qui seront affectés par cette protéine mutante qui est non fonctionnelle, puisque quand elle vient s'associer avec la molécule normale, on a un domaine qui va être anormal, qui ne permet pas de recruter les enzymes effectrices de l'apoptose qui sont sous-jacents, et donc on a un défaut d'apoptose, comme c'est mesuré ici. Donc ici, on est dans un cas de maladie dominante, monogénique, associée à une maladie auto-immune. Tous les individus qui portent ces mutations de FAS, qui sont en noir ici, développent la pathologie, ont une lymphoprolifération. Leurs lymphocytes n'arrivent plus à s'arrêter de proliférer une fois qu'ils sont stimulés, puisqu'en fait, ils ne sont pas tués. Et lorsque ces lymphocytes sont des lymphocytes autoréactifs, notamment contre les globules rouges et contre les plaquettes, ils détruisent les cellules pour lesquelles leur récepteur est spécifique. Alors maintenant, je vais rentrer dans le paradigme des mutations somatiques, et l'histoire a continué une dizaine d'années plus tard, où on était devant exactement les mêmes patients, avec exactement la même présentation clinique, biologique, auto-immune, mais cette fois-ci, pas de défaut d'apoptose, qui était le test qui avait été mis en place par Françoise Ledest au laboratoire pour cribler les patients, puisque ces maladies auto-immunes de type anémie auto-immune et thrombopénie auto-immune peuvent avoir différentes origines, et tous n'ont pas un défaut de FAS. Donc on avait mis en place ce test pour pré-cribler les patients, et donc on avait des patients totalement superposables, surtout avec cette grande population de lymphocytes T spéciaux que sont les lymphocytes T double négatifs. Et donc à notre grande âme, ces patients avaient une apoptose totalement normale. Donc ces patients étaient des cas sporadiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucune histoire familiale par rapport à la forme germinale dominante précédente, où souvent un oncle, un père, un grand-père avait développé la pathologie. Là, dans ces cas se présentaient sans histoire familiale. Donc, la logique aurait été de ne pas s'intéresser à FAS, puisqu'on a un test fonctionnel qui est normal, et donc, normalement, on peut se poser vraiment la question de savoir si c'est lié à FAS. L'observation faite par Eliška Olzelova au laboratoire, qui était une pédiatre tchèque qui était venue faire sa thèse, c'était qu'on voulait essayer de cultiver ces cellules pour d'autres questions scientifiques, ces cellules de patients, puisqu'elles ont un phénotype particulier. Vous voyez, elles ne sont pas présentes dans les contrôles ici, elles sont présentes là. Et dès qu'on les met en culture, ces cellules meurent, de façon paradoxale finalement, comme vous allez le voir. Donc il n'était pas possible de travailler sur ces patients sporadiques qui avaient beaucoup de cellules double négatives. Donc en fait, ce qu'a fait Eliška, c'est qu'elle a trié ces cellules double négatives, et puis comme on savait faire que ça à l'époque, on a reséquencé FAS, et là on a vu que dans ces cellules double négatives, ici, il y avait une bande anormale d'amplification de l'ADN du gène FAS, et en particulier de l'exon 8, qui correspondait à des mutations des sites d'épissage, donc qui permettent un saut de l'exon et qui raccourcissent le gène, comme on peut le voir sur cette petite bande. Quand on fait la même opération à partir des cellules activées in vitro, cette petite bande disparaissait, qui laissait présager le fait que des mutations pouvaient être restreintes à la population de lymphocytes T anormales présentes chez ces enfants, et donc de mutations potentiellement somatiques. Quand on a regardé de façon un petit peu plus détaillée, on a pris les progéniteurs hématopoïétiques, enfin, autant qu'on a pu le faire, puisque c'est assez difficile de le faire à partir du sang périphérique, et on a regardé en fait chez ces patients sporadiques où se trouvait la mutation en triant les cellules, et donc sont représentées les cellules mutées en rouge et les cellules normales en rose. Et donc on peut voir que dans les progéniteurs hématopoïétiques, on a peu de cellules mutées. Dans les lymphocytes T périphériques,
on a normalement 10%, sauf dans cette population particulière qui s'accumule chez ces patients, qui sont mutés quasiment à 100%. Bon, c'est un petit peu caricatural, c'est entre 80 et 100%. Et quand on a regardé dans les autres lignées cellulaires, on voyait que les lymphocytes B, les lymphocytes NK, tous les autres types hématopoïétiques sont mutés. Mais en revanche, si on leur prend du bulbe capillaire ou un frottis buccal, donc on étudie les cellules épithéliales et là, on ne détecte pas la mutation. Donc en fait, c'était la première description d'une maladie non cancéreuse auto-immune qui était associée à des mutations somatiques. Ces mutations somatiques donnent un avantage sélectif aux cellules qui les portent, puisqu'elles meurent moins, elles sont moins susceptibles à la mort. Et on était assez surpris d'ailleurs d'observer que seulement 10% de cellules mutées en périphérie conduisaient à une maladie qui cliniquement et biologiquement était totalement indifférenciable des patients qui avaient reçu la mutation de leurs parents. Et alors pour expliquer le manque de défaut d'apoptose, en fait, c'est que quand on cultive ces cellules, celles-ci meurent, mais en fait, les cellules mutantes meurent aussi. Elles ont probablement déjà beaucoup proliféré in vivo parce qu'on ne peut pas les tuer, enfin, le Fas ligand ne peut pas les tuer, et donc elles ont probablement un désavantage in vitro, ce qui fait qu'on termine notre activation qui est nécessaire pour faire le test fonctionnel au bout de 9 jours, avec uniquement des cellules normales. Donc de fait, les cellules mutées ont disparu, il ne nous reste que des cellules normales, c'est ce qui a fait que pendant 10 ans, en fait, nous avons recherché d'autres défauts. Je vous passe la liste de nombre de gènes qu'on a séquencés en amont, le Fas ligand et d'autres hypothèses qui se sont toutes avérées nulles parce qu'en fait, on avait un biais d'expérience important. C'est-à-dire qu'il faut toujours se souvenir que quand on met des cellules en culture, on peut introduire un biais crucial et ici qui nous a caché la vérité pendant un certain nombre pendant 10 ans. Alors, ensuite, donc là, on a parlé de mutation dominante. C'est-à-dire que quand une cellule porte ce gène muté, le mutant est exprimé avec la forme normale et bloque l'apoptose. Seulement, en décrivant de plus en plus de mutations, on est arrivé à... alors, pardon, oui, ça c'est le résumé. Donc, la forme dominante germinale héritée, la molécule mutée est présente, on a un défaut d'apoptose. Et les formes somatiques, comme je viens de vous l'expliquer, les cellules mutées meurent en culture, donc on ne voit pas de défaut d'apoptose. Donc ça, ce sont les mutations dominantes. Mais on avait également mis en évidence des mutations qu'on appelle des mutations haplo-insuffisantes, pour utiliser notre jargon, c'est-à-dire que ce sont des mutations qui font que l'allèle muté, donc le produit du gène muté, n'est pas exprimé à la surface, soit parce qu'il y a un codon stop précoce, que la protéine ne peut pas être produite, ou elle a des malformations qui font qu'elle ne sera pas amenée à la surface. Et de fait, à la membrane des lymphocytes, ne sont exprimées que des formes normales de la molécule Fas. Donc on peut dénombrer cette fois-ci qu'on a un trimère sur 2 qui sera affecté. Disons que c'est la quantité de protéines à la surface qui va être diminuée. On a un défaut d'apoptose qui est modéré. Et on se demandait comment de telles mutations pouvaient être dominantes puisqu'elles ne sont pas exprimées à la surface. Donc il y avait cette notion d'haplo-insuffisance qui est bien connue dans beaucoup de maladies génétiques, mais qui là, en termes fonctionnels, n'était pas très satisfaisante et ne nous permettait pas de comprendre le mécanisme de ces mutations, d'autant plus que les mutations donc, qui sont dominantes sont dans le domaine intracellulaire, et donc intuitivement on comprend que donc en fait, le domaine, donc ici c'est le gène Fas. Les 5 premiers exons, qui sont les boîtes numérotées, codent pour la partie extracellulaire de la protéine, et les exons 7, 8, 9 codent pour la partie intracellulaire, et donc la partie qui va transduire le signal. On voit que les mutations qui sont associées à cette protéine vont pouvoir soit écourter la protéine, soit la rendre non fonctionnelle, mais cette protéine pourrait être exprimée. En revanche, des mutations qui vont affecter le domaine extracellulaire, si la synthèse de la protéine s'arrête ici, on n'a pas cette région transmembranaire, et donc ce mutant ne peut pas être exprimé à la surface du lymphocyte. Et donc ce qu'on avait remarqué, c'est que les mutations intracellulaires sont dominantes avec une très forte pénétrance. On va dire que quasiment schématiquement, tous les individus qui portent ces mutations vont développer la pathologie, alors que les individus qui portent des mutations qui affectent le domaine extracellulaire de Fas, il y a seulement un individu sur 3 qui va développer la pathologie.
Donc on a pourtant un individu qui porte cette maladie, qui va développer la pathologie, qui va être malade, qui va venir à l'hôpital, et 2 sur 3 qui portent la même mutation, qui vont avoir le défaut d'apoptose, mais qui ne seront pas malades. Donc c'est ce qu'on appelle la pénétrance clinique partielle, qui est illustrée ici, où on a un papa qui porte une mutation du gène FAS dans le domaine extracellulaire. Il a transmis la mutation à ses 2 enfants. Le papa est resté sain toute sa vie, et on sait maintenant qu'il a plus de 60 ans, il n'a jamais développé aucun signe de la pathologie. Les enfants, cet enfant-là a développé la pathologie en noir, alors que celui-ci n'a encore développé aucun signe. Donc là, on ne peut pas savoir s'il la développera plus tard ou pas, mais en tout cas, pour le moment, il va bien. Et quand on regarde le défaut d'apoptose, il est le même pour tous. Donc, on était devant une interrogation en termes fonctionnels et en termes de compréhension génétique de cette maladie connue pour être maladie monogénique. Donc, Aude Magirus-Châtinet, qui était à l'époque postdoc dans le laboratoire, a fait l'hypothèse qu'on pouvait, à l'image des mutations somatiques qu'on avait décrites quelques années auparavant, qu'il pouvait y avoir un deuxième événement somatique et que cet événement somatique devait affecter la fonction de phase d'une manière ou d'une autre, mais qu'on n'arrivait pas à détecter le défaut in vitro. Alors j'ai trouvé d'abord que c'était un petit peu surprenant comme idée. Et donc, mais bon, une hypothèse, ça se teste, donc elle est allée jusqu'au bout de son raisonnement. Et donc, ici, les cellules rouges d'individus qui portent la mutation à l'état germinal, donc dans toutes leurs cellules, la mutation a été héritée. Et ici, le patient qui développe la mutation à l'état germinal, et l'idée de départ, c'était de dire que cet événement secondaire pouvait être présent dans ces fameuses cellules qui disparaissent en culture. Donc, l'idée, c'est qu'on a un défaut d'apoptose qui est identique entre un individu sain, ici, et un individu malade, là, alors qu'il porte le même gène, la même mutation génétique, et donc le même défaut fonctionnel. Donc Aude a trié les cellules normales, les cellules T normales et les cellules T anormales de ces patients, et elle a reséquencé le gène FAS. Donc ça, c'était la mutation qu'on retrouve chez tous les individus de la famille. Donc on a ce chevauchement qui indique qu'il y a une perte d'un nucléotide et que le gène n'est plus normal. Et comme l'autre gène est normal, on a un chevauchement des 2 séquences, normale et anormale. Cette mutation germinale, elle est dans toutes les cellules, elle est y compris dans les cellules anormales du patient. Et en séquençant les autres exons de FAS, Aude a mis en évidence qu'il y avait une mutation dans l'exon 9, et que cette mutation dans l'exon 9 de ce gène n'était pas retrouvée dans les quelques cellules double négatives, mais qui sont des cellules normales des individus sains, et elle n'était pas détectable, en tout cas, dans les cellules CD4 ou CD8 de ces patients. Donc, on était, pour la première fois, en face d'une pathologie auto-immune non cancéreuse, qui était la conséquence de l'accumulation d'une mutation germinale héritée dans la famille et de l'apparition, chez le patient, ici, d'une mutation somatique au cours de son développement, ou en tout cas dans des progéniteurs hématopoïétiques. La conséquence de ces mutations somatiques, on ne peut pas la mesurer fonctionnellement. Donc, si on met en évidence une mutation somatique et qu'on ne peut pas mettre en évidence d'effets fonctionnels ou d'expression, on n'est pas plus fort que les études de GWAS qui mettent en évidence un changement de nucléotide et qui n'ont pas de corrélation fonctionnelle. Et en plus, on n'a pas la statistique avec nous puisqu'on travaille sur des cas rares. Donc en fait, oui, on ne peut pas faire le test fonctionnel puisque les cellules qui portent la mutation somatique meurent en culture, mais on a pu regarder ex vivo, en sortant les cellules des individus, l'expression de FAS, qu'on appelle aussi CD95, donc dans les cellules CD4, donc dans les lymphocytes T normaux et dans les lymphocytes T anormaux des patients qui sont présents en petite quantité chez les contrôles. Et ce qu'on peut voir, c'est que la maman qui porte la mutation germinale a une très légère diminution de l'expression de FAS par rapport à un contrôle. En revanche, son enfant qui porte la mutation qu'elle lui a transmise, plus la mutation qu'il a acquis au cours de son développement dans des progéniteurs hématopoïétiques, montre une très forte diminution de l'expression de FAS, qui est donc l'événement qui conduit ces cellules à proliférer, alors que seule la mutation germinale seule n'est pas suffisante. Donc là, c'était vraiment la mise en évidence d'un événement germinal avec un effet fonctionnel moyen, additionné d'un événement somatique sur l'autre allèle qui conduisait à cette diminution d'expression et donc à l'expression de la pathologie
chez le malade, mais pas chez les porteurs sains de la mutation. Alors, rapidement, Aude a mis en évidence un autre événement qui est un événement qui nous pose des questions, c'est-à-dire que sur les cellules normales, on voyait que la mutation était hétérozygote, et sur les cellules anormales, non seulement la mutation n'était pas hétérozygote, mais on avait perdu l'expression de l'allèle normal. Donc là, c'était un petit peu difficile de comprendre comment les choses se passaient. Pour l'illustration est ici, donc on a des cellules normales qui sont hétérozygotes, et quand on regarde dans la population anormale, on voit uniquement la mutation, en noir ici. Donc il peut s'expliquer soit par la perte du chromosome qui perd ce gène, soit par une délétion partielle de ce chromosome, soit par des recombinaisons assez complexes entre les chromosomes sœurs et qui font qu'on peut perdre une partie de l'allèle normal et dupliquer l'allèle muté. Donc ça, c'est assez difficile à mettre en évidence par des expériences simples. Et donc Aude est allé voir nos amis de cytogénétique qui utilisent des techniques qui sont assez puissantes, qui sont notamment utilisées dans les cancers pour comparer la quantité à un endroit donné d'ADN dans les chromosomes. Et donc si on prend un ADN contrôle en vert et l'ADN du patient en rouge, on mélange ces ADN, on va les hybrider sur des puces qui sont des puces qui permettent d'accrocher les séquences d'ADN de façon spécifique en fonction de leur séquence. Si on a un gain de l'ADN du patient, ça va ressortir en rouge. Si on a une perte de l'ADN du patient, ça va ressortir en vert. Et s'il y a une quantité normale, s'il n'y a pas de changement, ça va ressortir en jaune. Après, il y a des ordinateurs qui nous aident à compiler ces datas et ensuite à remettre sur une carte chromosomique les endroits où on peut avoir une perte de cette quantité de chromosomes. Et donc, c'est ce que Aude a fait. Et donc, voilà comment s'illustrent ces résultats. Donc, on a 3 lignes. On va prendre ici les cellules en rose, les cellules normales d'un lymphocyte d'un patient. Donc, la ligne supérieure et la ligne inférieure, c'est chacun des 2 chromosomes. Donc, on voit qu'on a partout conservé le nombre de chromosomes. On a tout le temps 2 chromosomes, donc il n'y a pas eu de perte sèche de matériel. La ligne du milieu, les petits points du milieu sont les points d'hybridation. C'est-à-dire que pour ces fameux SNP dont Alain vous a parlé, on est tous plus ou moins hétérozygotes, et donc on va être hétérozygote, et ça va se représenter par des hybridations au milieu. Et en fait, ce qu'on a observé en utilisant cette technique, c'est que tout va bien sur une grande partie du chromosome 10 qui porte donc le gène FAS sur les doubles négatifs, et puis à un moment, on perd l'hétérozygotie. Il n'y a plus les points du milieu, alors qu'on a gardé les 2 points extérieurs, et c'est vrai chez un autre patient. Et ça peut être sur des énormes morceaux du chromosome 10 qui sont emportés, le chromosome normal est perdu, et il est remplacé par une copie du chromosome anormal, ce qui fait qu'on a une perte d'hétérozygotie par un phénomène qu'on appelle l'unidysomie parentale, donc un déséquilibre d'héritage des allèles paternels et maternels, qui se présente de façon somatique. Et donc les cellules ont acquis en fait une deuxième mutation et sont homozygotes pour la mutation. Donc voilà, donc ce sont les 2 événements génétiques qui peuvent s'associer à une mutation un peu insuffisante de FAS, mutation qui donc héritée d'un parent qui touche en général la partie qui affecte la partie extracellulaire du récepteur, qui n'est pas suffisante pour conduire à la pathologie, mais soit l'acquisition d'une mutation ponctuelle sur le 2e allèle de FAS, soit la perte de l'allèle sauvage et la duplication de l'allèle muté, conduit donc à l'apparition cette fois-ci de cellules qui sont mutées sur leurs 2 allèles, qui vont donc être résistantes à l'apoptose, et si ces cellules sont autoréactives, elles ne seront plus éliminées. Donc si je résume, on a des mutations dominantes avec une très forte pénétrance. Schématiquement, tous les individus qui la portent sont malades. On peut mesurer le défaut d'apoptose in vitro, puisque toutes les cellules portent cette mutation qui est exprimée avec la chaîne sauvage. On a les cas sporadiques avec l'apparition de mutations somatiques qui sont symbolisées ici par ces petits traits rouges et gris. Donc on a ces mutations qui portent la mutation de FAS, qui disparaissent en culture, qui expliquaient que notre test fonctionnel était normal et qu'en fait, on n'a pas identifié ces patients pendant un certain nombre d'années à cause de l'apparition au sein des cellules souches de cet individu, et uniquement de cet individu, d'une mutation dominante. Et puis des mutations qui ne sont pas complètement dominantes. Donc certains individus portent la mutation, le défaut partiel d'apoptose, mais ne sont jamais malades. Et c'est l'acquisition d'un événement somatique sur le 2e allèle du même gène qui conduit à l'apparition de la pathologie. Donc ça, c'est le travail qui a été fait par Aude Magirus-Châtinet, qui est maintenant chercheur dans
dans l'équipe et qui continue à travailler sur ces familles avec la possibilité d'existence de formes digéniques, c'est-à-dire que cette fois-ci, on aurait une mutation sur le gène FAS et possiblement une mutation sur un gène, cette mutation pourrait être somatique ou germinale, sur un gène de la voie de signalisation de FAS ou de FAS-ligand. Donc en conclusion, l'ALPS FAS, c'est une maladie auto-immune qui se développe chez le jeune enfant. C'est une maladie rare et qui est associée à des mutations extrêmement délétères d'un gène qui code un récepteur d'apoptose capable de tuer les cellules. Ces mutations peuvent être germinales dominantes, elles peuvent être somatiques dominantes ou elles peuvent s'accompagner de mutations germinales et somatiques. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la pénétrance incomplète appelle pour la nécessité d'un deuxième hit génétique. On a le premier hit qui est un événement rare, les mutations de FAS sont rares, on n'en trouve pas chez les individus contrôle comme ça pris au hasard, surtout des mutations qui affectent la fonction du gène. Et elles ont besoin elles ont donc besoin dans ces familles à pénétrance incomplète d'un second événement génétique. Et ça, donc, ça rappelle ce qui est observé dans les cancers. Dans certains cancers, c'est que l'accumulation de mutations dans des gènes suppresseurs de tumeurs, c'est cette accumulation de mutations. Une première mutation ne va rien faire, une deuxième mutation va éventuellement rien faire, et c'est à la troisième mutation ou à la quatrième mutation, beaucoup de mutations somatiques, qui vont conduire à l'émergence d'une cellule tumorale. Et donc, le concept que l'on propose, c'est que les mutations auto-immunes ont le même principe de résistance. C'est l'accumulation de mutations dans des gènes suppresseurs d'auto-immunité. Ici, c'est le gène FAS, qui tue les cellules auto-immunes, qui conduit à l'émergence de ces manifestations auto-immunes. Donc là, on est dans un exemple de maladie monogénique rare. Simplement, on a une pénétrance parfois qui ne cadre pas avec une ségrégation mendélienne et qui s'explique avec l'apparition de ces mutations somatiques. Donc, on a un rôle clé des mutations somatiques, que ce soit dans les cas sporadiques ou dans certaines formes familiales, dans l'émergence de cette maladie auto-immune, qui sont détectables essentiellement dans ces cellules dites lymphocytes T double négatifs, donc ces cellules anormales. On peut les retrouver quand on sait que la mutation somatique est là, on arrive à la retrouver, mais elle est en faible proportion, donc il faut aller vraiment chercher, trier les cellules pour la trouver dans les autres populations. Elle n'a pas d'impact fonctionnel mesurable par notre test in vitro parce que notre test in vitro a un biais, c'est qu'on est obligé de cultiver les cellules pendant 9 jours et on peut faire disparaître un certain nombre de cellules anormales. Et le mot-clé, c'est que surtout ces mutations somatiques doivent procurer à la cellule mutante un avantage sélectif. Donc si on imagine que c'est un précurseur, une cellule souche qui est mutée, qui porte cet avantage sélectif, il va lui falloir un certain temps avant que sa descendance porte cet avantage sélectif et que cet avantage sélectif se répercute sur l'élimination des cellules autoréactives. Donc, pour revenir au cours précédent où on a vu qu'il existait des facteurs de prédisposition génétique avec des variants qui sont fréquents mais qui ont un impact faible, on a des exemples de mutations qui sont extrêmement délétères pour la fonction d'un gène, ici FAS, qui sont rares, et on a l'exemple de mutations somatiques. Et il se pose la question de savoir quelle est la fréquence de ces mutations somatiques. Une estimation montrait qu'on pouvait avoir une mutation somatique par million de paires de bases par division cellulaire. Sachant qu'on a à peu près 2 milliards d'ADN par cellule, ça veut dire qu'on a à peu près 2000 mutations somatiques à chaque division qui se mettent en place. Comme l'a dit Alain Fischer tout à l'heure, 98% de l'ADN ne sert à rien, donc 98% de ces mutations ne servent à rien. Ou en tout cas ont un effet, des fonctions qui sont moins connues, ou en tout cas des mutations dans ces régions-là vont avoir un impact faible, et donc 98% de ces mutations vont se perdre. Mais quand elles affectent un exon et la fonction d'une protéine, ces cellules mutées peuvent perdurer. Donc on propose que c'est la combinaison d'événements génétiques qui va donner un avantage sélectif à cette cellule mutante et que ça pourrait avoir potentiellement des implications dans d'autres maladies auto-immunes rares, peut-être d'autres maladies auto-immunes plus fréquentes, mais qu'on a eu beaucoup de chance au cours de nos recherches puisqu'on avait cette population
dans lesquelles les mutations s'accumulaient, et que dans un certain nombre d'autres maladies, il est difficile de mettre le doigt sur ces populations autoréactives. On a encore des écueils techniques, des verrous techniques, comme on dit maintenant, à franchir pour pouvoir purifier la population qui va porter ces mutations somatiques. Donc, les maladies auto-immunes sont généralement considérées comme associées à des facteurs multiples, ce sont des maladies multifactorielles, donc on met beaucoup en cause l'environnement, les marqueurs polymorphiques dont Alain vous a parlé. Nous proposons qu'il peut y avoir une alternative, pas forcément en opposition d'ailleurs avec ces événements, qui est l'accumulation de mutations germinales et ou somatiques dans des gènes suppresseurs d'auto-immunité. Et si on estime que les maladies monogéniques arrivent tôt dans la vie, ici on a l'âge des individus et ici on a le pourcentage de cas déclarés d'une maladie auto-immune par exemple, donc la pathologie d'IPEX qui est liée à des défauts de T régulateurs arrive très tôt, est extrêmement sévère. Tous les porteurs de mutations du gène important pour le développement de ces T régulateurs développent la maladie. Les mutations dominantes de phase sont associées à une maladie auto-immune chez tous les porteurs, et les mutations haploinsuffisantes de phase sont, elles, associées à une pénétrance incomplète et nécessitent un deuxième événement. Et donc, on fait l'hypothèse que dans d'autres pathologies, comme dans le syndrome d'Evans, qui sont des cytopénies auto-immunes, donc des auto-anticorps contre les globules rouges et les plaquettes, dans le lupus pédiatrique, voire des maladies plus complexes, donc ils sont associés à ces marqueurs génétiques de susceptibilité que les mutations somatiques pourraient avoir un rôle à jouer, et on continue à étudier ces populations en prenant plutôt des âges pédiatriques pour avoir une chance plus importante d'avoir un impact génétique. Alors les mutations somatiques, elles peuvent rendre compte par exemple de la discordance des jumeaux monozygotes. Comme ça a été rappelé dans le cours, les jumeaux monozygotes sont supposés avoir le même ADN, potentiellement des environnements différents. Donc s'ils ont la même maladie, on va dire que c'est génétique. On va dire que c'est une maladie génétique, ils ont la même maladie et ils ont les mêmes gènes. En revanche, si c'est discordant pour une pathologie, on va dire que c'est environnemental. C'est l'argument qui est souvent utilisé pour dire qu'on a des maladies génétiques complexes et que ce n'est certainement pas du monogénique. Ça peut être de l'épigénétique, mais éventuellement, est-ce que ça ne pourrait pas être des mutations somatiques? Donc, pour ça, il faudrait étudier des cohortes de jumeaux avec des gènes candidats précis. Donc, ce n'est pas gagné demain, mais disons que c'est une piste que l'on peut suivre. D'autre part, les maladies auto-immunes sont des maladies qui généralement apparaissent tard, donc c'est plutôt des maladies de l'adulte. Comme on l'a dit, il y a des cas rares de maladies auto-immunes pédiatriques. Donc ici, j'ai des progéniteurs, même des cellules souches hématopoïétiques, donc qui vont donner entre autres des lymphocytes puis d'autres types cellulaires. Et la cellule jaune ici est une cellule qui a acquis une mutation somatique qui va par exemple bloquer l'apoptose. Donc à la naissance de cet individu, ce progéniteur pour l'instant n'a pas été stimulé pour produire des lymphocytes naïfs. Ces lymphocytes naïfs sont stimulés par leurs antigènes. S'ils sont autoréactifs, ils sont détruits et tout se passe bien, on n'a pas d'auto-immunité. À 10 ans, ce progéniteur a donné naissance à un lymphocyte naïf qui a une résistance à l'apoptose, par exemple. Ici, on a une cellule autoréactive, mais elle est normalement sensible à l'apoptose, elle est détruite, tout se passe bien, on n'a toujours pas de lymphocyte. Ce lymphocyte naïf qui a une résistance à l'apoptose n'a pas encore été stimulé, il n'a pas rencontré son antigène, ni son auto-antigène s'il est autoréactif, donc il reste à l'état naïf. Et puis le temps passe, on accumule des cellules résistantes à l'apoptose, par exemple. Ces cellules vont faire leur chemin, vont rencontrer leur antigène, vont peut-être générer des cellules mémoire, mais elles ne sont pas autoréactives, donc elles n'ont pas été détruites. Cette cellule autoréactive, elle est toujours détruite parce qu'elle est susceptible à FAS. Et puis un beau jour, la cellule devient jaune, c'est-à-dire qu'elle est à la fois autoréactive et à la fois résistante à l'apoptose. Et donc j'ai mis 30 ans pour fixer les idées, ça peut être 50 ou ça pourrait être 15. Et on a l'apparition de cette cellule qui est autoréactive, elle est spécifique d'un auto-antigène. Jusqu'à présent, elle était éliminée, mais là, cette fois-ci, elle porte à l'intérieur, dans son programme génétique, une erreur qui la rend résistante à un des mécanismes qui permet d'éliminer les cellules autoréactives. Et de fait, on a des cellules autoréactives et du coup, une émergence de l'auto-immunité. Donc, ce que nous proposons, c'est que les mutations somatiques pourraient être un paradigme pour expliquer certains paradoxes observés dans les maladies auto-immunes.
des maladies auto-immunes plus complexes, que ce soit le diabète, la sclérose en plaques dont on a entendu parler, l'arthrite rhumatoïde, des maladies dont on suppose qu'elles pourraient avoir une origine auto-immune mais dont on n'est pas sûr. C'est qu'on observe souvent que ce sont des maladies non mendéliennes, on en a entendu parler pendant le cours, donc une pénétrance partielle pour certaines mutations monogéniques. Il y a généralement pas mal de discordances, même si le fait d'avoir un jumeau monozygote qui a la même maladie augmente de beaucoup le facteur de développer cette pathologie, pourrait s'expliquer par l'émergence de mutations somatiques. Et enfin, le début tardif de ces maladies auto-immunes de façon générale pourrait aussi s'expliquer par le temps qu'il faut à un progéniteur qui acquiert cette mutation qui lui donne un avantage sélectif de générer suffisamment de lymphocytes autoréactifs dans la circulation et qui vont produire leur effet délétère et donc les manifestations auto-immunes. Donc je vais m'arrêter là. Je voulais remercier en plus de l'équipe. Donc ce travail est fait maintenant à l'Institut Imagine dans ce magnifique bâtiment dans lequel nous pouvons développer nos recherches, par la contribution de nombreux cliniciens, puisqu'il s'agit de patients de Necker, dans le service d'immunologie et d'hématologie et de rhumatologie pédiatrique, mais également dans les autres services, puisque les patients ensuite sont suivis dans les services adultes, les services de génétique qui nous ont aidés à comprendre certains mécanismes génétiques, et bien sûr les patients, les familles, les infirmières, les personnes qui s'occupent de ces patients et les très nombreux collaborateurs qui nous envoient des échantillons sanguins de ces maladies rares pour comprendre leurs mécanismes génétiques et leurs mécanismes physiopathologiques qui conduisent à l'auto-immunité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.